Donc, pour rappel, autour de la table, donc Ève Hamon, Arnaud Négri et Morgane Gourand du cabinet Syndex, et donc spécialisée dans le secteur aéronautique. Et donc, pour ce webinaire, donc on souhaitait aborder le sujet de la décarbonation du transport aérien et les impacts sur l'industrie aéronautique et donc sur les emplois. On va donc, dans un premier temps, vous parler de ce sujet-là, et ensuite, on aura un temps d'échange de 15 minutes pour éventuellement aborder un certain nombre de questions que vous pourrez poser. Donc, je rappelle, hein, en bas, vous avez un module Q&R. Vous pouvez poser vos questions au fil de l'eau. Alors, j'essaie de passer la présentation, mais ça ne marche pas. Je te laisse passer. Non, tu l'as, c'est bon. Ah, ça y est, c'est bon. Donc, en introduction du webinaire, avant de laisser la parole à Arnaud, ce qu'on souhaitait vous dire, c'est que le sujet, en réalité, il est assez vaste. C'est un sujet à tiroir, et donc on ne va pas pouvoir ouvrir tous les tiroirs, puisqu'il s'agit ici d'environnement, d'économie, d'emploi, de compétences, de technologie aussi. Donc, pour clarifier les sujets qu'on souhaitait aborder avec vous, d'abord, on va regarder l'impact du transport aérien sur le réchauffement climatique, pour ensuite vous présenter les solutions qui sont proposées par la filière aéronautique et les difficultés et limites actuelles pour le déploiement de ces solutions, les enjeux en matière d'emploi, les prérogatives des représentants du personnel, et enfin, donc, comme je disais, un temps de 15 minutes environ de questions-réponses. Donc, c'est un sujet complexe qui est soumis à controverse. En fait, il y a une tendance de la part des acteurs de la filière à attirer l'attention sur les ambitions en termes de décarbonation, tout en minimisant finalement l'impact du transport aérien sur le dérèglement climatique. Donc, il y a des objections types qui reviennent assez régulièrement. Par exemple, le transport aérien sert de bouc émissaire. Sa contribution au réchauffement global est finalement assez faible, donc il vaudrait mieux s'attaquer à d'autres problèmes. Ou encore, le transport aérien a déjà fait d'énormes progrès. Et enfin, les acteurs déploient des feuilles de route qui permettent la neutralité carbone. Les solutions technologiques permettront de décarboner le transport. Oui, donc c'est ce qu'on va voir ensemble sur chacun de ces points, avec des éléments de contexte, des points de référence pour essayer de prendre un peu de recul. Et nous-mêmes, on est, en tant qu'experts intervenant dans le secteur du transport aérien, à la fois compagnie aérienne et industrie aéronautique, souvent confrontés à ces objections, un peu moins depuis 2 ans, mais on y est confronté et on essaie de décrypter un tout petit peu. Alors, quand on parle de décarbonation, le point par lequel on commence, c'est de poser un peu les ordres de grandeur. Il s'agit bien ça, il s'agit bien de ça, il s'agit d'ordre de grandeur. Les chiffres par nature, quand on parle d'émissions de gaz à effet de serre ou d'émissions de CO2, bon, c'est les ordres de grandeur et les poids relatifs qui comptent plus que la valeur elle-même, qui est par définition fausse. Et on commence par ça, par donner les ordres de grandeur pour savoir de quoi on parle. Est-ce qu'on parle d'un petit problème, d'un moyen problème ou d'un gros problème? Et est-ce qu'on parle d'un problème qui est maîtrisé compte tenu du passé récent ou qui est en train d'augmenter? Donc c'est ce qu'on va tout de suite voir ensemble, avec une évidence qui est que le transport aérien, comme toutes les activités industrielles, il contribue au réchauffement climatique. Alors est-ce qu'il contribue un peu ou beaucoup? C'est ce qu'on partage avec vous. D'abord, le fruit de l'histoire. Le fruit de l'histoire, c'est que le transport aérien, c'est une activité récente. Et du coup, quand on parle de CO2 piégé dans l'atmosphère du fait du transport aérien, le poids relatif est effectivement relativement faible. Moins de 1% du CO2 piégé dans l'atmosphère est dû au transport aérien. Ce qui est assez logique, puisque le transport aérien, c'est une activité très jeune. C'est une activité qui a 70 ans, dont le développement important, 4 milliards de passagers avant Covid, est encore plus récent. Du coup, la contribution au réchauffement climatique à travers l'émission de CO2, les émissions de CO2, c'est une contribution historiquement assez faible. Par contre, si on regarde l'actualité, alors on prend les chiffres évidemment pré-Covid. Pourquoi? Puisque en 2020, le trafic s'est effondré et du coup, les émissions et la contribution au réchauffement climatique du transport aérien depuis 2020 est plus faible. On est aujourd'hui, et vous êtes, vous toutes et tous,
membres de la filière, à la fois compagnie aérienne et industrie, en phase de rebond, mais sans avoir encore attrapé les niveaux pré-Covid. On prend les niveaux de 2019. En 2019, le monde, toutes les activités industrielles humaines confondues, généraient à peu près 40,5 milliards de tonnes équivalent CO2. À 75% du CO2, mais il n'y a pas que du CO2, il y a d'autres gaz à effet de serre. On cite quelques-uns, le méthane, protoxyde d'azote, et puis évidemment d'autres gaz à effet de serre. Dans l'ensemble de ces émissions de gaz à effet de serre mondiales en 2019, le transport aérien, c'est à peu près 1000 millions de tonnes en 2019. Alors pour les compagnies aériennes, du fait de l'utilisation, c'était un peu moins, on arrondit à 900 millions, mais si on rajoute les activités aéroportuaires et la production d'avions, on peut arrondir à 1000 millions de tonnes. L'ordre de grandeur est assez réaliste. Du coup, ça donne un ratio, effectivement, qui est somme toute assez faible. 1000 millions de tonnes rapportées à 40,5 milliards, ça n'est pas l'activité humaine qui contribue le plus. En flux, en 2019, c'était à peu près 2,5% des émissions annuelles de CO2. Oui, mais attention, j'ai parlé, quand je parlais de l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre, d'émissions liées à autre chose que du CO2, pour le transport aérien, c'est pareil. La contribution totale du transport aérien au réchauffement climatique, c'est jusqu'à 5% du réchauffement annuel. Alors pourquoi jusqu'à 5%? Parce que le transport aérien, ce n'est pas que des émissions de CO2, c'est aussi une contribution au réchauffement du fait des autres gaz. Avec un exemple assez simple à comprendre, alors qui est soumis à controverse, même si en réalité il est, d'un point de vue scientifique aujourd'hui, assez bien documenté. Un avion qui vole, c'est d'une part des traînées de condensation et c'est d'autre part l'aide ou l'accélération de la formation de nuages en altitude. Ça contribue au réchauffement climatique. Et du coup, on parle d'une industrie qui annuellement, avant Covid, contribuait jusqu'à à peu près 4,5 à 5% du réchauffement climatique annuel. Donc c'est un ordre de grandeur qui est quand même significatif. D'autres industries, évidemment, contribuent davantage, mais ce n'est pas parce qu'on contribue moins que d'autres qu'on ne doit rien faire. Et d'ailleurs, la filière aujourd'hui est consciente de cet enjeu, après avoir pendant longtemps, et jusqu'à à peu près 2020, fréquemment et majoritairement renvoyé l'objection on est petit, on contribue beaucoup moins que d'autres, donc on est un petit problème et il n'est peut-être pas nécessaire de s'y intéresser. Aujourd'hui, la filière, compagnie aérienne comme avionneur, comme motoriste, est beaucoup plus ouverte au débat et reconnaît que oui, il est indispensable pour cette filière et pour elle aussi de faire des efforts. Vous avez là l'évolution sur longue durée de la contribution du transport aérien aux émissions de CO2. Pour faire simple, le trafic passager a augmenté de manière très importante. On met de côté évidemment 2020-2021 et toute la phase Covid et la phase de rebond. Sur le passé très récent, les émissions de CO2 ont augmenté encore plus, 30% de croissance sur les 10 dernières années. Et ces émissions proviennent très majoritairement du transport passager. Le 80%. Le reste, c'est le fret et l'aviation militaire. Et dans les émissions du transport aérien, les passagers business et première classe, qui en volume, en nombre, représentent assez peu de passagers, sont celles qui émettent le plus de CO2. 20% des émissions du transport aérien uniquement liées aux passagers business et première classe. Alors, si on regarde le type de vol qui émettent le plus, pour savoir où est-ce qu'il est nécessaire de faire un effort et qu'est-ce qu'on peut faire comme effort, suivant la distance parcourue, un avion n'émet pas autant de CO2. Les avions qui volent pour couvrir des distances de 500 km, c'est à peu près 6% des émissions de la filière, enfin, du transport aérien. Cette distance-là, c'est celle qui est en concurrence directe avec d'autres modes de transport. Donc, on parle là d'un type de transport qui pourrait être remplacé typiquement par le train. C'est intéressant parce que techniquement, c'est facile, sauf que ça ne représente que 6% des émissions totales. Les vols vers des distances de 1500 km, c'est
un peu moins de 30%, c'est 27% des émissions totales. Les vols couvrant des distances de 1500 km à 4000 km, c'est un tiers, 33% des émissions totales. Et les vols couvrant des distances de plus de 4000 km, c'est un autre tiers. Pourquoi on affiche ça? Pourquoi on vous parle de ça? Pourquoi je vous présente ça? Parce qu'on comprend tout de suite, quand on voit les chiffres, que les vols et donc les avions couvrant les distances les plus longues, celles pour lesquelles la substitution par d'autres modes de transport et ou celles pour lesquelles les solutions techniques type électrification sont assez peu réalistes, ce sont bien ces vols-là et ces avions-là qui représentent l'essentiel des émissions du transport aérien. Alors, ça c'est les ordres de grandeur. Ils peuvent impressionner compte tenu de la croissance et surtout dans une perspective, vous le savez, où le trafic doit augmenter pour retrouver à peu près, sur la deuxième partie de cette année, les niveaux pré-Covid et doubler d'ici 20 ans. Pour autant, la filière, à la fois, je le répète, hein, à la fois les compagnies aériennes, les industriels avionneurs et motoristes affichent aujourd'hui, et depuis 2 ans de manière constante, leur confiance dans la capacité à décarboner le transport avec une trajectoire qui permettrait en 2050 à la filière d'arriver à un total d'émissions nettes égal à zéro. Alors, on va dire quelques mots de cette trajectoire, vous la connaissez sans doute, en rappelant, pour commencer, que si on regarde non pas en avant, mais en arrière, le transport aérien, indubitablement, a déjà fait d'énormes progrès. C'est ce que rappellent tous les acteurs, et c'est vrai. Ne serait-ce que sur les 20 à 30 dernières années, les émissions unitaires, c'est-à-dire par passager, ont été divisées à peu près par 2, grâce aux améliorations techniques. Amélioration de la combustion, amélioration des moteurs, allègement d'un certain nombre de fonctions et des structures, aérodynamique améliorée, on pense aux ringlettes. Il y a un continuum d'amélioration technique, et même hors avion, sur l'optimisation du trafic aérien et la gestion des temps d'attente. On s'inscrit aujourd'hui, quand on regarde derrière nous, dans un continuum d'amélioration technique qui ont permis de diminuer drastiquement, un facteur 2, hein, les émissions unitaires. Unitaire, ça veut dire par passager. Et du coup, la filière dit, l'effort qui reste à faire d'ici 2050, il est de même ordre de grandeur que l'effort qu'on a déjà réalisé. Et du coup, c'est envisageable. Et c'est envisageable à travers une somme de mesures, à la fois en matière d'optimisation du trafic aérien, d'amélioration de la motorisation, de carburant et d'autres mesures type compensation. On partage avec vous quelques références ou quelques ordres de grandeur. Factuellement, c'est vrai, hein, ce que disent à la fois les compagnies aériennes et les motoristes ou les avionneurs. Un passager par kilomètre en 1970, il émettait 2,5 kg d'équivalent CO2. En 2022, aujourd'hui, compte tenu de toutes ces améliorations dont la filière a déjà bénéficié, un passager par kilomètre n'émet plus que 0,125 kg de CO2. Alors, on vous met quelques ordres de grandeur, notamment pour d'autres modes de transport. Et on rappelle tout ce que la filière a déjà fait et ce qu'elle continue à faire sur les rendements des carburants, les rendements des moteurs, d'énormes progrès en matière de motorisation, l'aérodynamisme, je le redis, et évidemment les composites, l'allègement de la structure, l'électrification croissante d'un certain nombre de fonctions, l'optimisation des trajectoires, tout ça continue. Sauf que le problème, ou la difficulté plutôt, en dépit de cette confiance affichée par la filière, c'est que le trafic, lui, il a augmenté fortement. C'est pour ça que vous avez vu la courbe précédemment d'une augmentation en valeur absolue des émissions, et ça c'est le passé, et sur l'avenir, le trafic doit doubler d'ici 2050. Donc même si on diminue les émissions unitaires par passager et par kilomètre transporté, l'augmentation du nombre de passagers est telle qu'on peut se poser la question de la faisabilité et du caractère atteignable ou pas d'une cible à zéro émission nette en 2050. Alors la filière
c'est le troisième point, la filière apporte des réponses. Vous les connaissez sans doute, puisque vous appartenez vous-même à des compagnies aériennes ou à l'industrie, avionneurs, motoristes et équipementiers. Donc les schémas qu'on partage avec vous, vous les avez sans doute déjà vus, et tout le monde affiche le même schéma. On met quelques exemples là, je vais surtout commenter le suivant. Ce schéma, c'est celui retenu par l'ensemble des acteurs, y compris les organismes internationaux, que ce soit l'IATA qui regroupe pour l'essentiel des compagnies aériennes, ou même l'OACI, l'organisation ONU responsable du transport aérien. Ce schéma, il dit quoi? Ce schéma, il affiche la confiance de la filière, et je parle de filière en regroupant encore une fois compagnie et industrie. Ce schéma donc affiche la confiance de la filière dans la capacité à ne pas subir une hausse en valeur absolue continue des émissions, et au contraire, à arriver à un objectif de zéro émission nette à l'horizon 2050. Sur la base de quoi? Sur la base de trois leviers principaux. C'est les trois petites puces que vous avez à l'écran. La première, et dont les bénéfices sont censés arriver relativement rapidement, et qui représente le principal des leviers d'ici 2050. Donc, le premier point, le premier levier, le premier outil, la première solution, ce sont les carburants durables. Remplacer le kérosène, qui est en fait du pétrole, par des carburants durables. On verra ce que sont ces carburants durables. Donc ça, c'est le premier levier, et c'est, d'après la filière, celui qui représente à peu près 50% de la solution pour non seulement ne pas stagner en valeur absolue des émissions, ni évidemment voir croître ces émissions, mais pour arriver à des émissions nettes à zéro. Premier levier, carburant durable. Deuxième levier, vous le savez, c'est la poursuite des innovations technologiques, dont c'est le continuum dont j'ai parlé dans le passé, dont les effets bénéficieront encore à la filière, avec un certain nombre d'améliorations technologiques, tous sujets confondus, et l'utilisation de l'hydrogène. Et vous voyez que cette deuxième solution pèse un peu moins en matière d'effet et vient un peu plus tard dans le temps. Et puis, une fois qu'on fait que la filière bénéficie à la fois de carburant durable et d'amélioration technique, il reste un écart. La filière n'arrive pas à des émissions nettes à zéro. Et du coup, il y a une troisième solution, qui n'est pas nouvelle, qui est déjà utilisée, qui est alors ce que certains acteurs appellent les mesures de marché. Les mesures de marché, c'est quoi? C'est la compensation. C'est sur le schéma que vous avez à l'écran, la courbe grise. D'après l'ensemble des acteurs, en 2050, il restera un recours résiduel, mais pas négligeable. Entre 5 et 10% des émissions seront compensées. C'est-à-dire qu'il y aura bien des émissions. C'est ce qu'il faut comprendre. Quand on parle de compensation, on parle d'émissions qui sont compensées par différentes mesures. Ce n'est pas nouveau, les compagnies le font encore. Et vous voyez que d'après elles et d'après l'industrie, à l'horizon 2050, la trajectoire net zéro, net tenable, qu'à condition de continuer à compenser à hauteur de 5 à 10% des émissions. Ce qui, en valeur absolue, veut dire qu'il y a encore pas mal d'émissions. Alors, tout ça, et Ève, tu peux peut-être en dire quelques mots, ça renvoie à des choses très concrètes qui se passent aujourd'hui. Ouais, donc pour illustrer la mise en œuvre de ces feuilles de route, on vous met ici un certain nombre de projets qui visent donc à réduire l'empreinte carbone du transport aérien, et notamment des projets liés à la motorisation, puisqu'en fait, c'est le principal levier pour réduire les émissions de CO2. Donc, ce que vous avez à gauche, en fait, c'est une échelle de temps, de gauche vers la droite. Ce qui est à l'œuvre depuis les années 2010, c'est de la réduction de la consommation de carburant, à l'image des moteurs qui équipent les A320 Neo et B737 MAX, qui avaient permis de réduire de 20% la consommation de carburant. L'étape suivante à horizon 2025-2030, comme le disait Arnaud, c'est effectivement de recourir à de nouvelles technologies, mais plutôt sur des petits appareils. Donc, on parle évidemment des carburants durables ou SAF, donc des carburants issus de la biomasse ou des carburants de synthèse.
Donc là, les moteurs peuvent déjà utiliser ce type de carburant. L'objectif, c'est qu'on ait des moteurs qui puissent incorporer à 100% ces carburants-là. Et puis, vous avez évidemment le recours à l'électrique, que ce soit de l'hybride ou du 100% par du moteur électrique, et parfois même avec de l'hydrogène gazeux qui va venir alimenter une pile à combustible, qui va générer de l'électricité pour la propulsion des appareils. Donc, on vous a mis en dessous un certain nombre de projets en cours, et on voit qu'ils concernent plutôt à horizon court terme des petits appareils, et à horizon 2030 des avions plutôt régionaux, voire du monocouloir. Et donc, l'étape encore d'après, à horizon plutôt 2035-2050, c'est d'étendre ces solutions technologiques aux moteurs de forte puissance, aux appareils de plus grande capacité, de plus grande portée, qui sont en fait les appareils les plus polluants. Donc, vous voyez que pour traiter le plus gros du problème, on est à un horizon encore assez lointain. Et autre levier, c'est aussi de développer donc, la motorisation par combustion d'hydrogène directement avec l'hydrogène dans les turbo-réacteurs. Donc là aussi, vous avez des exemples de projets, et donc on retrouve en fait l'ensemble des motoristes évidemment sur ces sujets-là, mais aussi des avionneurs, notamment Airbus avec son projet Zero In, et puis même des compagnies aériennes avec EasyJet aussi qui cherchent à trouver des solutions pour résoudre les problématiques environnementales. Alors, des solutions techniques, et Ève, tu viens de le rappeler, il y en a beaucoup. La question, c'est celle de leur effet et de la vitesse à laquelle ça produit des effets. Et une autre manière d'aborder ce sujet, c'est celle des limites ou des freins sur cette trajectoire, vis-à-vis de cette trajectoire de décarbonation. Premier point qu'on rappelle, c'est que les annonces actuelles et les développements en R&T, en R&D actuels, poursuivre ce qui a déjà été fait. Et si on regarde sur le passé, il y a déjà eu, du point de vue de la filière, compagnie aérienne ou industrie, des promesses de on va incorporer davantage de carburants durables, les carburants SAF, les Sustainable Aviation Fuel, qui techniquement ne sont pas nouveaux. Ce n'est pas un sujet qui est apparu il y a 2 ans. Ça fait des années que la filière en parle. Dans le passé, il y a eu des promesses d'incorporation, de pourcentage de carburant SAF mélangé à du jet fuel, du kérosène. Et si on regarde le passé, ces promesses n'ont jamais été tenues. Vous avez là à l'écran une succession d'annonces faites par l'IATA sur des taux d'incorporation. Plus le temps passe, plus le taux est bas, jusqu'à d'ailleurs, et c'est un frein important en matière de crédibilité de ces annonces, jusqu'à, pour certains des acteurs, ne plus afficher de cible. Et ça, c'est une difficulté très importante. Sur les 20 dernières années, le transport aérien a passé beaucoup de temps à promettre une décarbonation à venir de la propulsion sans jamais atteindre les objectifs annoncés. Et parfois en renonçant à afficher les objectifs. L'autre problème, l'autre difficulté, et Ève, d'ailleurs, tu l'improvisais déjà, c'est s'il faut décarboner, qu'est-ce qu'il faut prioriser? Il faut prioriser la propulsion de l'avion. On peut, et dans vos entreprises et dans vos groupes, vous le voyez, on peut s'attaquer à la décarbonation des moyens de production, des usines pour faire simple, et c'est indispensable, mais en valeur absolue, les émissions liées à la production de l'avion, c'est très très faible par rapport aux émissions liées à l'utilisation de l'avion. Ce qui émet des gaz à effet de serre, donc ce qui contribue au réchauffement, c'est le décollage, le vol et puis l'atterrissage. Donc c'est la propulsion de l'avion. Et l'ensemble des mesures techniquement envisagées ou déjà en cours de développement aujourd'hui produit des effets, mais dont certains sont assez proches et d'autres sont plutôt lointains. Du coup, la question, c'est celle de l'efficacité des mesures. S'attaquer, je le disais, je le répète, à la décarbonation de la production d'avions, ça peut être fait assez rapidement, ça a déjà commencé, mais ça a peu d'impact sur les émissions totales. S'attaquer aux phases de roulage, tout ce qui est green ou e-taxi, c'est techniquement assez facile à faire. Alors, il y a une question de coût, mais au final, même si on le faisait sur l'ensemble de la flotte mondiale, ça aurait un impact relativement modéré sur le total des émissions de la filière. Ce qui est indispensable, c'est la baisse drastique des émissions liées à la propulsion. Le problème, c'est que les coûts sous-jacents, ils sont gigantesques et ils dépassent très largement ce que la filière à elle seule
Et même en regroupant toutes les compagnies aériennes et toute l'industrie, ça dépasse, on est sur des ordres de grandeur qui dépassent ce que la filière peut supporter. Et en plus, on reste sur des horizons relativement lointains. Par contre, c'est ça, une mesure, qui aurait un effet très 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 élevé sur le total des émissions de la filière. Donc du coup, on centre le débat, enfin, on partage avec vous les alertes ou les points de vigilance sur la propulsion et sur le carburant. Le sujet majeur, c'est les carburants. Le reste existe. Ève, tu en parlais, on le rappelle là à l'écran, mais le sujet majeur, c'est les carburants autres que le kérosène. Tout le reste est indispensable, mais tout le reste représente un gain relativement marginal par rapport aux gains nécessaires en matière de changement de carburant. Changement de carburant, c'est quoi? C'est remplacer le kérosène par les carburants durables, biocarburants et carburants synthétiques, et éventuellement hydrogène. Tout ça, c'est ce que promet et promeut la filière. Le problème, c'est que ça représente à la fois un challenge technique et puis un challenge économique. Ça ne veut pas dire que ça n'est pas possible, ça veut dire que c'est compliqué. Ça ne veut pas dire que c'est très lointain. Au contraire, hein, c'est déjà en cours, c'est déjà à l'œuvre. Les biocarburants, les carburants synthétiques, d'un point de vue technique, c'est déjà une réalité. L'hydrogène, y compris l'hydrogène carburant liquide, c'est déjà une réalité. Donc, c'est une réalité, mais il reste à la transformer en réalité industrielle très large échelle. Et puis, il reste aussi à rendre cette réalité abordable du point de vue des compagnies aériennes et du coup, in fine, du point de vue des passagers. Et c'est sur ces deux dimensions-là qu'on vous alerte ou qu'on partage avec vous des points de vigilance. Les carburants durables, les Sustainable Aviation Fuel et puis l'hydrogène liquide, quand on en parle, on est confronté aujourd'hui à des interrogations qui perdurent. Il y a des sujets techniques et il y a une forme encore aujourd'hui de pari de pari technique sur les carburants durables, pas vraiment sur les biosaf, parce que ça techniquement c'est faisable, c'est juste que c'est pas réaliste à l'échelle de la filière. Il faudrait un stock ou des volumes de matières premières à recycler tellement important que ça ne ferait que déplacer le problème. Le carburant, lui, n'émettrait pas, mais pour avoir un carburant qui ne met pas, il faudrait, auprès d'autres filières, de la matière première dont l'extraction et l'utilisation aurait, elle, émis beaucoup. Bon, c'est un déplacement qui n'est pas satisfaisant. C'est pour ça que quand on parle de carburant durable, la filière aujourd'hui parle plutôt d'un levier à travers les carburants, les carburants de synthèse. L'hydrogène, il y a une part de risque aujourd'hui et il y a un besoin de maîtrise accrue d'un point de vue technique sur la liquéfaction des températures très basses, sur le stockage, sur la distribution à bord, et tout ça en vue d'un vol commercial. Techniquement, on propulse des lanceurs des fusées avec de l'hydrogène comme carburant. Bon, envoyer 350 passagers traverser un océan, non pas sur un avion une fois, mais tous les jours sur des centaines ou milliers de vols, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus risqué. Ceci étant dit, c'est éventuellement faisable d'un point de vue technique quand on est motoriste ou quand on est avionneur. Ça l'est peut-être un peu moins quand on est compagnie aérienne et quand on est à aéroport, s'il faut changer tous les circuits de distribution, d'alimentation, de stockage. Et on comprend bien du coup qu'il y a une dimension investissement qui n'appartient pas aux seuls motoristes et aux seuls avionneurs. L'enjeu, il est très largement économique. L'enjeu, il est un peu aussi, enfin un peu beaucoup, technique ou environnemental, parce que les solutions techniques, et il y en a différentes. On peut pas, Ève le rappelait, on ne peut pas rentrer dans le détail, ne serait-ce que sur les SAF, sur la dizaine de feuilles de route, enfin de technologies existant déjà aujourd'hui et à peu près le double en cours de recherche sur les SAF. On ne peut pas zoomer, on ne peut pas avoir ce niveau de détail-là. Par contre, il y a un point commun à l'ensemble des sujets, c'est
Pour arriver à ce type de carburant durable, il faut utiliser beaucoup d'énergie, c'est-à-dire beaucoup d'électricité. Et ce carburant n'est durable que si l'électricité utilisée pour la production du carburant, c'est une électricité verte. C'est un énorme enjeu et un très gros sujet pour les ISAF, les carburants de synthèse, et pour l'hydrogène. Ça pose la question, alors, qui évidemment n'est pas une question de compagnie aérienne ou une question de motoriste ou une question d'avionneur, mais ça pose la question de comment est-ce qu'on peut disposer de cette énergie verte. Et le débat actuel, c'est la question, la crainte, c'est qu'il y a un risque important aujourd'hui de ne pas disposer de suffisamment de volume et ou de disposer de volume à des coûts totalement prohibitifs. Un ordre de grandeur, l'ensemble de filières promet une cible à net zéro émission en 2050, reposant sur des taux d'incorporation de 65% de carburant durable à cette date-là, en 2050. Ça représente à peu près 460 milliards de litres de SAF nécessaires en 2050. La question, c'est est-ce que ces litres seront disponibles ou pas? Sur le passé très récent, la production mondiale de SAF, c'est moins de 10 millions en cumul jusqu'à 2018, compte tenu d'une accélération en 2019-20, surtout 2020 et 2021. En 2021, dans le monde, il a été produit 125 millions de litres de SAF. Alors, c'est une vraie augmentation, mais ça reste très peu par rapport à ce qui est nécessaire. Et l'IATA dit que pour arriver à 460 milliards de litres en 2050, il serait bon d'en avoir déjà 5 milliards en 2025 et 30 milliards en 2030. Pour que ça produise des effets et pour que la feuille de route de décarbonation soit tenable. Aujourd'hui, les capacités de production de ces volumes n'existent pas. Alors, elles pourront exister, mais la question c'est qui va financer l'investissement. Mais il y a un vrai risque aussi, à l'inverse, que ces capacités de production n'existent pas. D'où l'alerte qu'on partage avec vous. Alerte d'autant plus importante qu'il y a 3 points à avoir en tête. Le premier, c'est le temps et c'est l'inertie. C'est le poids de l'histoire. Les feuilles de route qu'on a succinctement partagées avec vous, elles ne produiront de toute façon leurs effets qu'à long terme. Ça veut dire que plus on attend pour investir et pour augmenter l'investissement, plus on décale les effets produits. Du coup, il y a urgence à accélérer la feuille de route et la transition. Le problème, c'est que l'accélération, elle est plus facile quand on a de nouveaux avions. Et il n'y a pas de nouveaux programmes avions aujourd'hui. Il y a des améliorations incrémentales, mais avec des facteurs de réduction qui ne sont pas du même ordre qu'en cas de nouveaux programmes avions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une partie de la flotte qui volera en 2050, en réalité aujourd'hui, elle est déjà connue. Elle sera en partie composée d'avions qui seront livrés entre 2030 et 2035. Et ces avions-là, ce sont les modèles et les programmes actuels, puisqu'il n'y a pas de nouveaux programmes avions. Donc ça, le premier point, le poids de l'histoire et l'inertie. Deuxième point, qui ne va pas dans le bon sens malheureusement, c'est qu'aujourd'hui, dans la trajectoire de rebond post-Covid, la filière avionneur, motoriste, équipementier et compagnie aérienne semble beaucoup plus préoccupée par l'amélioration de sa profitabilité que par l'accélération des feuilles de route technologiques. Ça veut dire que l'effort en R&D et l'effort de cofinancement avec d'autres n'est peut-être pas à la hauteur des enjeux aujourd'hui. Enfin, troisième point, et celui-là il est majeur, l'avenir en réalité de la filière repose sur des solutions qui ne dépendent pas d'elle. L'avenir de la filière, pour l'essentiel, ce sont ces carburants, et ces carburants supposent des investissements que les compagnies aériennes et l'industrie à elles seules ne peuvent pas supporter. Et du coup, ça déporte ou ça déplace le débat, ou ça élargit le débat aux stratégies, aux besoins, aux investissements d'autres acteurs, typiquement toute l'industrie pétrochimique, et ça pose aussi la question de l'investissement public. Mais du coup, si ça pose la question de l'investissement public, ça repose aussi celle qu'on a vue antérieurement de la profitabilité et du partage du niveau de risque. Donc du coup, en synthèse, il y a une trajectoire, c'est indéniable. Et il y a des choses qui permettent d'envisager que cette trajectoire se concrétisera. Mais à une vitesse qui est sans doute trop lente aujourd'hui. Et de notre point de vue, quand on fait la somme de toutes les études diverses et variées,
très détaillée, surtout depuis 2 ans. Il y a d'une part un risque important de ne pas avoir la disponibilité des volumes nécessaires, que ce soit les carburants durables, ISAF ou l'hydrogène. Et il y a un risque aussi élevé de voir ces carburants alternatifs au kérosène exister, être disponibles, mais par contre avec des coûts de production et donc des coûts très largement à ceux du kérosène. Les SAF, même en imaginant qu'on puisse les incorporer à 100% en mettant de côté la question de il faut rajouter des armes ou pas, on met ça de côté. Aujourd'hui, les SAF, c'est suivant le type de technologie employée, un surcoût de production de un facteur x2, x3. Et aujourd'hui, tous les scénarios prennent en compte le risque d'un surcoût pour les compagnies aériennes répercuté sur le prix du billet. Et si le prix du billet augmente, du coup, il y a un vrai risque que assez rapidement, il y ait moins de passagers chaque année. Et s'il y a moins de passagers chaque année, il y a un risque réel d'avoir moins d'avions à produire. Et s'il y a moins d'avions à produire, la question pour la filière industrielle comme pour les compagnies aériennes du devenir en termes d'emploi et de compétences, elle est posée. C'est un élément de risque, ce n'est pas une certitude, mais c'est un élément de risque dans la trajectoire et dans les conditions actuelles. Et c'est pour ça qu'on insiste sur ces éléments de risque en disant qu'aujourd'hui, on ne peut pas exclure malheureusement que des mesures un peu plus coercitives soient nécessaires et soient prises, taxation carbone ou quota. Et sans doute pas un horizon 2050, mais un horizon plus rapide, compte tenu de l'accélération des effets du réchauffement climatique qu'on subit tous. D'où ce point de vigilance, l'idée n'étant pas de dire que il est certain aujourd'hui que la filière ne pourra pas tenir la trajectoire de décarbonation. Ce qu'on partage avec vous, c'est des éléments de crainte, de vigilance, justement pour donner le maximum de moyens pour comprendre les enjeux et les risques et pouvoir les anticiper. Parce qu'il est sans doute encore temps, heureusement, pour pouvoir dévier et changer de trajectoire. En tout état de cause, c'est indispensable de nos points de vue pour arriver à un transport aérien durable, y compris pour l'industrie et pour ceux qui appartiennent à cette industrie. Donc, cinquième point, effectivement, on parle d'un éventuel impact sur l'emploi. Donc, on considère qu'il y a un challenge, voire un risque sur l'emploi, mais aussi sur les compétences. Il y a toujours un petit délai quand je reprends la main. Voilà. Donc, peut-être pour vous donner quelques repères sur l'emploi. Il faut que tu passes, Arnaud, parce que j'ai... Voilà. Donc, pour rappel, donc, la filière, c'était 263 000 emplois selon l'INSEE fin 2020, donc plutôt à une période de creux. Donc là, vraisemblablement, on serait plus de l'ordre de 280 000 emplois salariés et intérim dans la filière. L'emploi est concentré sur les régions Île-de-France, Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, aux 2/3. Et un dernier repère, c'est que presque la moitié de l'emploi est positionnée sur des fonctions ingénieurs et cadres. Et pour illustration, les embauches d'Airbus en 2022, c'était même 70% des embauches qui concernaient des ingénieurs et des cadres. Donc, ce que disait Arnaud, effectivement, c'est si la décarbonation ne se fait pas à l'horizon souhaité, si il y a une hausse effectivement du prix du billet, on peut envisager cette baisse de trafic qui aurait un impact sur le volume d'emploi. Si on regarde un peu dans le rétroviseur, le Covid avait eu un impact très très fort sur le trafic aérien. Ça avait généré de nombreuses suppressions d'emplois, de l'ordre de 8% des effectifs de la filière qui ont été supprimés. Donc ça représente à peu près 23 000 emplois salariés. Mais on était dans le cadre d'une crise qui était passagère. Et puis, il y avait du coup dans ce cadre un certain nombre d'amortisseurs publics qui ont permis de limiter les suppressions d'emplois. Donc aujourd'hui, on ne peut pas vous dire effectivement le trafic va évoluer de telle façon, mais on peut se dire que les suppressions d'emplois seraient certainement davantage proportionnelles dans le cas d'une baisse qui serait plus structurelle que celle qu'on a connue avec le Covid, d'autant plus que du coup, il n'y aurait pas ces amortisseurs temporaires pour limiter la casse. Donc, on s'interroge effectivement sur les outils qui sont mobilisables
par la filière pour anticiper un tel scénario? Est-ce qu'il y a une véritable GPEC, c'est-à-dire une véritable politique de gestion des parcours de l'emploi et des compétences dans la filière au regard de ce scénario-là? Il nous semble que non, puisqu'aujourd'hui, le scénario ne semble pas posé, en tout cas officiellement. Ce scénario de la baisse du trafic aérien et de l'impact sur la filière aéronautique. Donc malgré tout, on a recherché des projections de volume d'emploi au regard de cette décarbonation, mais aujourd'hui l'horizon est tellement lointain que la décarbonation est encore assez peu palpable finalement sur le volume d'emploi. Il y a quand même des études qui montrent que l'avion à hydrogène créerait entre 50 000 et 150 000 emplois répartis sur 84 métiers, notamment dans l'aéronautique, mais il y a fort à parier que ce soit des emplois qui soient créés plutôt dans d'autres secteurs, et notamment dans le secteur de l'énergie. Donc ça, c'est pour les volumes d'emploi. Maintenant, en termes de compétences, là aussi, l'horizon étant assez lointain, il y a assez peu de littérature sur ce sujet-là. Les compétences sont encore assez floues, d'autant plus qu'aujourd'hui, il y a des besoins immédiats de pouvoir un certain nombre de postes dans un contexte de reprise d'activité et en plus de tensions sur le marché du travail. Ce qu'on observe malgré tout, c'est que dans ces besoins immédiats, on voit bien que les profils recherchés évoluent au gré des évolutions techniques et technologiques. On recherche de plus en plus des profils dans le numérique, dans la robotique, dans la cybersécurité. Mais là, on voit qu'on n'est plus sur des profils liés à ce qu'on appelle l'industrie du futur qu'à la décarbonation en tant que telle. Et donc, si on reste sur la page précédente, dans les expressions des entreprises sur leurs besoins de profils en lien avec la décarbonation, on voit qu'il y a finalement moins de 5% des établissements qui ont exprimé des besoins à horizon 18 mois sur des profils liés à la décarbonation. Et on est plutôt sur des profils type R&D, hydraulique ou électronique de puissance notamment. Donc, on s'interroge là aussi sur l'anticipation de la filière en termes de profils recherchés en lien avec la décarbonation. Donc, l'adaptation des compétences à la décarbonation pose des enjeux à plusieurs niveaux. Déjà, à l'échelle individuelle, comment la décarbonation est intégrée dans les cursus de formation initiale, comment la décarbonation est intégrée dans les politiques de formation continue des entreprises de la filière. Et puis, il y a des enjeux aussi, pas seulement à l'échelle individuelle, mais évidemment à l'échelle des entreprises, des groupes de la filière. Et on s'interroge sur quelle est la cartographie fine de l'évolution des métiers, emplois et compétences à moyen terme au regard de cette ambition de décarbonation. Donc, on parle ici de GEPPMM, donc gestion des emplois, des parcours professionnels et de la mixité des métiers dans les entreprises. On rappelle que c'est obligatoire dans les entreprises de plus de 300 salariés. Et puis, on parle aussi là de l'EDEC qui a été signé en 2018 à l'échelle de la filière. Donc, l'EDEC, c'est l'engagement de développement de l'emploi et des compétences, qui a un contrat qui a été conclu entre l'État, l'UMM, le GIFAS et l'OPCO, de manière à se donner les moyens de mettre en œuvre un plan d'action pour adapter l'emploi et les compétences aux mutations que peut connaître la filière aéronautique, et donc d'adapter les formations en fonction. Et donc cet accord, cet engagement, il a pris fin en novembre 2022. Donc, il serait intéressant de savoir quelles leçons on tire de l'application de cet engagement en termes d'adaptation de la filière aux évolutions, aux mutations, et notamment au regard de la décarbonation. Si on passe à la page suivante. Donc, évidemment, dans ce contexte assez évolutif, à juste titre, il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on peut faire en tant que représentant des salariés. Donc, vous avez des cadres qui existent et que vous connaissez déjà bien, à savoir les informations consultations. La difficulté, c'est que les informations consultations telles que vous les connaissez, telles qu'on les connaît, on est à l'échelle d'une entreprise et puis on a un horizon de temps assez limité, alors que la décarbonation, on me dit, ça reste un enjeu encore qui paraît encore assez lointain. Ça reste assez peu palpable encore aujourd'hui. Malgré tout, il faut maintenir la vigilance pour essayer de comprendre comment les entreprises perçoivent les effets de ça et comment elles anticipent et comment elles s'adaptent. Donc, les 3 informations consultations, ce sont les orientations stratégiques. On peut poser des questions comme quel est l'impact de la décarbonation sur les marchés de l'entreprise, quels sont les choix technologiques que peut faire l'entreprise en vue de la décarbonation, et donc quelles conséquences il en découle en termes d'emploi et de compétences.
L'autre information consultation, vous connaissez, c'est donc celle sur la situation économique et financière. Donc, quels moyens a l'entreprise pour envisager sa transformation? Quelle est la maturité de l'appareil productif, la capacité à investir, la capacité financière, donc le taux d'endettement. Donc là, on est plus sur le volet de la transformation éventuellement de l'usine, hein, comme disait Arnaud, qui n'a pas forcément beaucoup d'impact, mais aussi l'adaptation des produits en vue de faire des appareils qui soient moins consommateurs. Et enfin, dernière information consultation, celle sur la politique sociale. On a posé les orientations stratégiques avec les impacts sur l'emploi et les compétences. Comment va décliner l'entreprise de façon très opérationnelle ces orientations stratégiques, notamment en termes de politique de formation et de politique de rémunération. Et on rappelle aussi que désormais, les conséquences environnementales doivent être intégrées dans toutes les informations consultations du CSE, qu'elles soient récurrentes, comme celle que je viens de citer, ou qu'elles soient ponctuelles. Autre cadre dans lequel vous pouvez agir, c'est la négociation sur la GEP-PMM, donc gestion des emplois, parcours professionnel et mixité des métiers. Là aussi, on reste malgré tout dans un horizon assez court, 3-4 ans, au périmètre de l'entreprise, mais il y a quand même des leviers à activer de manière à faire en sorte que l'entreprise puisse s'adapter. Et on préconise notamment d'avoir une cartographie précise des emplois et des compétences aujourd'hui dans l'entreprise. La cartographie peut-être moins précise, mais malgré tout, qui devrait exister à horizon 3-4 ans en termes d'emploi et des compétences demain pour l'entreprise, et comment on organise finalement le passage, tant en termes de politique de recrutement que de politique de formation, pour s'assurer qu'il y a une adaptation de l'entreprise aux enjeux de demain, notamment en termes de décarbonation. Ce qu'on propose aussi, puisqu'on vient de dire que malgré tout, les informations consultations et les négociations portent sur des horizons peut-être encore trop limités pour percevoir les effets de la décarbonation dans les entreprises, et puis ça reste au périmètre des entreprises, pardon. Il faudrait pouvoir déclencher ou renforcer le débat des perspectives à long terme dans l'entreprise, mais aussi en dehors de l'entreprise, donc au sein des groupes, même au sein de la filière et au sein de la société en général. Donc, il faudrait pouvoir ancrer la décarbonation et les moyens de cette transition dans le débat avec vos directions d'entreprise de groupe, de manière à objectiver la faisabilité du zéro net à horizon 2050. Donc, c'est-à-dire s'éloigner du discours sur les ambitions pour aller sur le débat de la faisabilité de cet objectif. Donc, on vous propose 4 questions types, mais quels sont les moyens de la filière pour parvenir à l'objectif? Donc là, on parle notamment de moyens financiers. Est-ce que la filière se donne réellement les moyens d'atteindre ces objectifs? Est-ce que la R&D est suffisamment dotée pour relever les défis technologiques? Est-ce qu'il y a une compatibilité avec les enjeux, la volonté de performance économique et de remontée de dividendes? On parle aussi évidemment de moyens de compétences dont on vient de parler précédemment. Autre question, quelles sont les conditions hors filière nécessaires à la réalisation de l'objectif? Donc, c'est ce dont parlait Arnaud tout à l'heure. On dit tout ne dépend pas de la filière aéronautique, notamment en termes de disponibilité des carburants durables. Donc, au-delà de l'objectif des 460 milliards de litres à horizon 2050, comment on s'assure de la faisabilité d'un tel niveau de production? Et est-ce que l'aéronautique aura sa part dans les carburants durables, puisque d'autres filières sont demandeuses de ces carburants-là? Quels sont les leviers des acteurs aéronautiques pour créer ces conditions? Donc finalement, quelles sont les discussions que les dirigeants des principaux groupes aéronautiques ont avec l'État, avec l'industrie de l'énergie, de manière à rassembler les conditions pour atteindre la décarbonation à horizon 2050 du secteur? Et enfin, quels sont les risques identifiés en cas de non-atteinte de l'objectif à horizon 2050? On entend par là est-ce que le scénario de la baisse de trafic, en cas d'une décarbonation trop lente, est-ce qu'il est posé? Et qu'est-ce qu'on en retire? Comment on l'anticipe? Comment on s'adapte? Et un dernier point, c'est qu'en tant qu'organisation syndicale, il faudrait pouvoir peser davantage dans le cadre des comités stratégiques de filière, que ce soit le comité stratégique de filière aéronautique ou le comité stratégique de filière chimie et matériaux, et dans les EDEC qui découlent de ces comités stratégiques de filière. Donc les EDEC, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, les engagements en termes de développement d'emploi et des compétences, pour amener ce débat au niveau national et voire européen avec les organisations syndicales qui sont positionnées à cette échelle. Donc ça veut dire des prérogatives qui sortent un peu
des prérogatives du cadre tel qu'il est posé d'un point de vue légal, parce que le sujet est suffisamment important pour qu'on amène le débat sur des perspectives à plus long terme et en dehors du cadre tel que vous connaissez aujourd'hui. Donc, on en a fini pour la présentation. Arnaud, si tu souhaites dire quelques mots de conclusion éventuellement. Non, on a déjà, et notamment moi, été long. Je crois qu'il y a des questions, Morgane, tu nous disais qu'il y a... Oui, on a un certain nombre de questions, dont beaucoup tournent autour des SAF. Alors, notamment sur les futurs ordres de prix de ce type de carburant, également sur la réglementation sur l'utilisation partielle des SAF dans le kérosène dès aujourd'hui, dans les prochaines années, qui sont les acteurs de la production de SAF, et puis les liens avec la capacité à fournir de l'électricité verte pour la production des SAF, et plus précisément d'essayer de savoir quel est le besoin estimé en matière d'électricité pour l'élaboration des SAF à horizon 2050. Donc voilà, beaucoup de questions autour de ces enjeux liés aux SAF. Peut-être si Arnaud ou Ève, vous avez des réponses à nous fournir. C'est beaucoup de très bonnes questions qui sont en plein au cœur de l'enjeu. Il n'y a pas de réponse certaine parce qu'il s'agit de prévision. Et il y a évidemment un lien entre les volumes et les prix. Plus les volumes sont importants, plus les prix peuvent baisser. Donc il n'y a aucune certitude aujourd'hui. Par contre, il y a beaucoup d'éléments de risque. Et c'est ce qu'on a essayé de partager, alors peut-être un peu longuement avec vous. Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde, l'ensemble des acteurs n'a pas la même approche. L'Europe, typiquement, oblige à terme à incorporer des carburants durables, ce que ne font pas d'autres zones, avec du coup la crainte pour les transporteurs européens d'une distorsion de concurrence, parce que si on va se poser à Londres, on n'est pas soumis à cette obligation, ou si on va se poser aux marges à l'est de l'Europe, on n'est pas soumis à cette obligation. Bon, dans d'autres pays ou dans d'autres zones, il n'y a pas cette obligation. Il est quand même permis de penser que cette obligation viendra, parce que petit à petit, on va vers de plus en plus, sans doute, vers de plus en plus de régulation. C'est un point de débat. On ne peut pas répondre de manière ferme, définitive, sûre aujourd'hui. On vous invite d'ailleurs à prolonger ce débat avec nous, si vous le souhaitez. Ève, tu le disais, le document, le replay seront disponibles. Il y a nos coordonnées, nos contacts, on va les afficher tout à l'heure. N'hésitez pas à prolonger le questionnement, le débat avec nous au-delà du webinaire en nous appelant ou en nous écrivant. Et toutes les questions autour des SAF, en fait, pour y répondre, on est confronté à la même difficulté. C'est un questionnement qu'il faut poursuivre à moyen terme. Aujourd'hui, on partage avec vous des éléments de risque. On ne peut pas donner de certitude, ni sur les limites techniques, parce qu'il y a beaucoup de voies technologiques pour produire des carburants durables. La question de l'électricité nécessaire pour les produire, oui, si elle n'est pas verte, ça veut dire que le carburant n'est pas réellement durable. Or, on ne produit pas partout de l'énergie verte. Juste un ordre de grandeur, et pardon parce que je suis déjà trop long, le trafic aérien en 2019, c'est 360 milliards de litres de kérosène. Bon. En équivalent énergie, c'est 300, parce qu'il se trouve que le kérosène est très énergétique, que d'autres carburants sont moins. Bon. C'est 360 milliards de litres de kérosène en puissance, en énergie, c'est l'équivalent de 1000 réacteurs nucléaires. Donc, transporter les 4,2 milliards de passagers de 2019, ça requérait la puissance équivalente à celle de 1000 réacteurs nucléaires. Et ça, c'était en 2019. Donc, ce qu'il faut remplacer, et plus que remplacer, puisque le trafic aérien est censé doubler à l'horizon 2050, vous voyez l'ordre de grandeur en matière d'énergie à produire. Donc, il est évident que si l'énergie à produire n'est pas une énergie verte, et si l'électricité engagée, mise en jeu pour produire cette énergie, ces nouveaux carburants, ces autres carburants, n'est pas une électricité verte, on aura juste déplacé le problème sans le résoudre. Il aura été partiellement résolu aux bornes de la filière transport aérien, mais si la solution utilisée par le transport aérien utilise de l'électricité produite de manière fossile ailleurs, par d'autres filières, globalement, on n'aura rien gagné. Et c'est ce questionnement et cette vigilance qu'il faut maintenir. Sachant, je crois que c'était une des questions du chat,
à très court terme, les avions qui vont être décarbonés plus facilement, c'est les très petits porteurs. Ça, techniquement, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de limite technique. Transporter 3, 10 et même du moins de 100 passagers par des batteries, techniquement, c'est réaliste très rapidement. Il y a beaucoup de démonstrateurs prototypes qui volent déjà. Donc ça, c'est une solution. Mais c'est une petite solution rapportée au très gros problème qui est les vols au-delà de 1500 km de beaucoup plus de passagers. Donc, je n'ai pas répondu précisément. J'incite à poursuivre le questionnement parce que c'est un sujet de fond majeur pour les décennies à venir et que les réponses peuvent peut-être changer dans les années à venir si le niveau d'investissement s'accroît rapidement. D'où l'intérêt d'en parler de façon assez soutenue dans l'entreprise au sein de la filière éolien. Et avec d'autres filières, avec la chimie, avec le pétrole, à l'échelon européen, à l'échelon mondial. Vous vous souvenez tous de l'Assemblée générale de l'OACI en septembre. C'est un sujet dont Industriol, alors pour ceux d'entre vous qui appartenaient à l'industrie de production, c'est un sujet dont Industriol s'est emparé, et c'est un sujet dont tout le monde s'est emparé, et qu'il faut continuer à creuser sur le terrain, en comprenant que quand on parle de décarbonation d'une usine, c'est-à-dire d'un moyen de production, c'est un sujet nécessaire et même indispensable, mais loin d'être suffisant. Donc, sur le terrain et en remontant sur toute la filière, pour les compagnies aériennes aussi, pour les avionneurs, pour les motoristes, et aussi à l'échelon, si possible, le plus large, régional, national et européen. Arnaud, si tu peux afficher peut-être les contacts, et ça va être l'heure de conclure le webinaire. Donc, on rappelle, hein, le webinaire sera en ligne en début de semaine prochaine. Vous aurez le support. N'hésitez pas à partager le lien du webinaire ou le support avec ceux qui n'auront pas pu assister au webinaire. Et si vous voulez poursuivre la discussion, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone si vous avez des questions aussi sur les modalités d'accompagnement de Syndex, notamment dans le cas des prérogatives, information, consultation, négociation, telles qu'on a pu les évoquer tout à l'heure. Merci beaucoup. Appelez-nous, contactez-nous. Vous savez qu'on est bavard, ce qui d'ailleurs ne laisse pas forcément beaucoup de temps pour répondre. Les sujets, d'un point de vue technique, on peut les creuser beaucoup plus en détail. Certains d'entre vous d'ailleurs nous connaissent. Hein. On peut approfondir tout ça. Et on vous invite collectivement de toute façon à continuer à approfondir. C'est un sujet de fond pendant longtemps. On est là pour essayer de vous donner des repères, des ordres de grandeur. L'idée, je conclurai comme ça en espérant ne pas avoir été ni trop caricatural ni trop déprimant. L'idée n'est pas de dire qu'il est déjà trop tard. L'idée et le message qu'on martèle, qu'on répète, y compris techniquement dans nos interventions, dans nos missions au sein de la filière, l'idée c'est qu'il y ait une trajectoire aujourd'hui. Il n'est pas sûr du tout qu'elle soit réaliste. Par contre, si on est tous conscients des difficultés et des freins, il est sans doute encore temps pour dévier la trajectoire, pour changer de feuille de route et pour changer un peu l'avenir. C'est ce que nous, en tant qu'outil des représentants des salariés, on essaie de faire. Et encore une fois, n'hésitez pas à prolonger avec nous après ce webinaire. Merci pour votre attention. Merci à toutes et à tous. Merci. Au revoir.